Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernière Nouvelle des Étoiles. Juste avant de commencer les actualités, un petit mot sur notre sponsor du jour, HelloFresh. Il n'est pas toujours simple de bien manger, surtout si comme moi vous avez un emploi du temps volatile. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Est-ce que c'est sain? Combien de calories? Tant de questions qui sont importantes mais qu'on est nombreux à balayer d'un revers de la main. Et c'est là qu'entre en scène notre sponsor du jour, HelloFresh. HelloFresh est un service de livraison d'ingrédients à domicile. Vous choisissez une série de recettes dans l'application et vous vous faites livrer tout ce qui est nécessaire pour les cuisiner. Les recettes pas à pas et les ingrédients. Les choix de cuisine sont nombreux, qu'il s'agisse de classiques ou de plats issus d'autres continents. Et pour chaque recette, vous pouvez consulter les informations nutritionnelles associées. Pratique si vous souhaitez atteindre une certaine quantité de calories ou de protéines, ou si vous voulez tout simplement surveiller votre niveau de prise de sodium. C'est un service que moi j'utilise au quotidien. Ceux qui me suivent sur Twitch savent que j'ai déjà utilisé HelloFresh pas mal de fois. J'apprécie énormément l'aspect ludique et moi j'adore cuisiner. Et j'ai appris très facilement des recettes, ce qui impressionne parfois mes invités. Vous pouvez vous abonner à HelloFresh sans engagement et même suspendre temporairement les livraisons si vous partez en vacances. Pour les nouveaux clients, vous pourrez même bénéficier de 24 repas offerts et 3 cadeaux surprises grâce au code HUGO-YT. Si l'offre vous intéresse, rendez-vous en description. Il existe dans la Voie lactée des planètes très différentes de celles qu'on trouve dans le système solaire. On s'en est rendu compte dès la toute première détection d'exoplanètes. Une des premières surprises a par exemple été la découverte des Jupiter chauds. Cette classe de planètes est constituée de planètes géantes qui gravitent tout près de leur étoile. Avant d'en identifier un très grand nombre, on pensait que ce type de planète se trouvait uniquement dans la partie externe des systèmes, comme on l'observe dans le système solaire. Une autre surprise a été de découvrir combien de planètes de toute taille gravitent très près de leur étoile, au point d'en faire le tour en quelques jours seulement, parfois en quelques dizaines d'heures. Ces planètes sont souvent en rotation synchrone avec leur étoile, c'est-à-dire qu'elles lui présentent toujours la même face. On pourrait également citer les super-Terres et les mini-Neptunes, des classes de planètes situées à mi-chemin entre une planète tellurique et une géante de glace. Mais ce sont plutôt les deux premières catégories qui nous intéressent aujourd'hui. Il n'y a pas de Jupiter chaud dans le système solaire. On ne sait donc pas dire en quoi elle diffère d'une planète géante plus classique. Et c'est là que James Webb intervient. A l'aide de son immense miroir et de ses instruments infrarouges, le télescope de la NASA a pu fournir des informations remarquablement détaillées sur le climat d'un Jupiter chaud, situé à seulement 283 années-lumière de la Terre. WASP-43b a été découverte en 2011. Elle est un peu plus petite que Jupiter, mais beaucoup plus massive qu'elle. Elle fait le tour de son étoile en moins d'un jour terrestre, ce qui la place en rotation synchrone avec celle-ci. James Webb a pu prendre des mesures de température et de chimie sur son atmosphère. Il nous apprend ainsi que la phase jour, celle qui est constamment exposée à la lumière de l'étoile, atteint une température de 1260 degrés Celsius. Les cieux y sont plutôt clairs. La phase nuit, éternellement plongée dans l'obscurité, se contente d'un petit 600 degrés et d'une couverture nuageuse importante. La présence de ces nuages a pu être inférée à partir de mesures de luminosité, en observant les variations très subtiles lors des différentes phases de l'orbite de la planète, lorsqu'elle est devant son étoile, derrière elle ou à côté d'elle. Côté analyse chimique, James Webb n'a détecté aucune trace de méthane, ce qui est un résultat significatif. Les chercheurs s'attendaient à en trouver en quantité assez importante dans la phase nuit. La détection a probablement été rendue impossible car le gaz est mixé par des vents absolument féroces. La différence de température entre la phase jour et la phase nuit les ferait circuler à plus de 8000 km/h. Des tempêtes éternelles hypersoniques, rien que ça. C'est donc un bilan climatique incroyablement détaillé que James Webb est capable de nous livrer pour une planète distante de plusieurs centaines d'années-lumière. Bien sûr, on rêverait qu'il offre la même opportunité pour des planètes plus semblables à la Terre. C'est un travail beaucoup plus difficile qui devra peut-être attendre la prochaine génération de télescopes. Puisqu'on évoque James Webb, je ne peux également pas m'empêcher de vous partager ces magnifiques clichés de la nébuleuse de la tête de cheval. Si vous ne la reconnaissez pas, c'est qu'on est ici zoomé au niveau de la crinière. Ces images représentent une région d'un peu moins d'une année-lumière d'un bord à l'autre. Les étoiles et les galaxies en arrière-plan sont bien entendu plus distantes entre elles. Les capacités de James Webb sont ici sublimées, surtout lorsqu'on compare ces images à celles prises par d'autres observatoires en activité.
Au contraire de Hubble, James Webb n'a pas été conçu pour être réparé et mis à niveau. Cela pourrait cependant changer. Les progrès énormes qu'on observe du côté des lanceurs et des vaisseaux habités pourraient rendre une mission de maintenance vers James Webb possible quand le télescope en aura besoin, probablement d'ici une dizaine d'années. À quoi ressembleraient alors les mécanos de l'espace ? SpaceX vient de nous en donner un aperçu en montrant les nouveaux scaphandres d'activité extravéhiculaire qui vont être déployés pour la prochaine mission Polaris Dawn. Au premier coup d'œil, on remarque que les lignes générales de la combinaison de vol à laquelle on s'est habitué sont conservées. Le scaphandre apparaît toutefois plus épais, ce qui est tout à fait normal, puisqu'il est conçu pour évoluer dans le vide de l'espace pendant plusieurs heures. Sur X, l'entreprise américaine et Jared Isaacman, le capitaine de Polaris Dawn, ont apporté des précisions supplémentaires. Le scaphandre devrait ainsi offrir une bonne mobilité. Le casque est équipé d'un viseur tête haute pour afficher les informations nécessaires aux astronautes. Le scaphandre a recours à des matériaux de pointe pour la gestion thermique. Certains de ces matériaux sont même issus des jupes interétages des fusées Falcon. La pression interne devrait être maintenue autour de 0,35 atmosphères, ce qui est légèrement supérieur à la pression qu'on trouve dans les combinaisons de la NASA. Un système de fixation au niveau des pieds permettra aux astronautes de réaliser des opérations avec les mains libres. La première sortie de test, lors de la mission Polaris Dawn, se fera à environ 700 km d'altitude, presque 2 fois l'altitude de l'ISS. Elle devrait durer environ 2 heures. Comme à son habitude, SpaceX annonce que ces combinaisons devraient être produites en grande série. Des millions d'exemplaires seraient nécessaires pour la colonisation de Mars. Bon, on sait que l'entreprise californienne adore les gros chiffres. Commençons déjà par une dizaine d'exemplaires. Il sera intéressant de voir si la NASA pourrait être intéressée par ce design. L'agence spatiale américaine a commandé 2 nouvelles combinaisons d'EVA aux entreprises Axiom et Collins Aerospace. Elles sont destinées à l'orbite basse et à la Lune. Elles ne seront probablement pas prêtes avant quelques années. SpaceX doit mener la mission Polaris Dawn dans quelques mois. C'est donc que les combinaisons doivent avoir atteint un stade de production avancé. Si la démonstration de cette première mission est convaincante et que les prix ne sont pas trop délirants, la NASA ou même d'autres agences spatiales pourraient avoir un intérêt à passer une petite commande. On surveillera donc de près cette mission privée un peu étrange, aux objectifs ultra ambitieux, pour voir si elle préfigure des combinaisons qu'on trouvera peut-être un jour à la surface de Mars. Avant d'aller sur Mars, il faut déjà aller sur la Lune, et de ce côté, on a eu des nouvelles très intéressantes la semaine dernière. Comme vous l'avez vu sur le replay qu'on a diffusé sur la chaîne, la mission chinoise Chang'e 6 a décollé avec succès. Le lanceur Longue Marche 5 a parfaitement placé la sonde sur une trajectoire qui va l'amener vers la Lune. Le vaisseau, constitué de 4 parties, doit maintenant réaliser des corrections de trajectoire et une mise à feu pour l'insertion en orbite lunaire. À l'heure où on écrit ces lignes, on attend toujours des détails sur ces manœuvres. Il faudra ensuite tenter un alunissage sur la face cachée de la Lune, dans une région située au sud du cratère Apollo, près du pôle sud. Une manœuvre complexe nécessitant un satellite relais pour les télécommunications. La Chine a cependant déjà prouvé qu'elle était capable de mener cet exercice avec la mission Chang'e 4. Si tout se déroule comme prévu, la sonde sera de retour sur Terre autour de fin juin, début juillet. Les équipes scientifiques chinoises et peut-être internationales auront alors l'opportunité d'analyser pour la première fois des échantillons issus de la face cachée. Côté américain, la nouvelle course à la Lune est un peu plus compliquée. Un rapport a récemment été publié pour mener un bilan complet des choses qui ne se sont pas très bien passées lors de la mission Artemis 1. La mission dans son ensemble est un succès, mais il y a plusieurs éléments qui pourraient être peaufinés. Le plus important d'entre eux concerne le bouclier thermique d'Orion. Il a subi bien plus d'usure que ce qui était attendu. Les photos communiquées sont impressionnantes. Des morceaux entiers du revêtement ablatif semblent avoir été arrachés de la capsule. Ce que dit le rapport à demi-mot, c'est qu'on a quand même eu beaucoup de chance qu'Orion survive à sa rentrée atmosphérique. Voilà qui pose question quant au calendrier d'Artemis 2. La NASA est-elle prête à mettre des astronautes dans son vaisseau sans réviser en profondeur le revêtement du bouclier thermique ? Le souci, c'est qu'on apprend aussi que la NASA ne sait pas pourquoi le bouclier thermique s'est ainsi comporté. Cela fait peser beaucoup d'incertitudes sur le programme, et on ne serait pas étonné d'apprendre à terme qu'Artemis 2 prendra plus de retard. Il est même possible que la NASA devise une mission 1 bis pour tester un nouveau bouclier thermique palliant à ce problème. Cela coûterait très cher étant donné les tarifs du SLS, mais il n'y a peut-être pas d'autre chemin possible. Bref, on spécule et on préférera donc attendre des informations plus officielles. Allez, on finit ce DNDE en France avec cette photo communiquée par les Bordelais d'Hyperspace.
Voilà de longs mois qu'elles travaillent à la réalisation d'un prototype à l'échelle 1.1 de leur moteur hybride. Vous pouvez voir ici ce prototype assemblé, ce qui signifie que des essais de mise à feu auront probablement lieu assez prochainement. On essaiera de suivre ça de près. C'est l'occasion d'apprendre que leur moteur s'appelle la Force, ce qui est tout indiqué vu qu'il propulsera une fusée qui se nomme elle-même Obi-Wan. L'entreprise peut se targuer d'avoir reçu une belle commande publique avec les récompenses du plan France 2030. Et on devrait donc voir prochainement le fruit de ces dernières années d'efforts pour mettre au point un nouveau mode de propulsion spatiale révolutionnaire. Quoi qu'on en pense, chez RFA il y a encore de la place dans ce secteur pour apporter des innovations profondes à la propulsion spatiale. Et on verra dans les années qui viennent qui de l'un ou de l'autre a eu les idées les plus visionnaires sur le spatial de demain. Et nous voici arrivés au bout de cet épisode de Dernières Nouvelles des Étoiles. L'émission continue en live jeudi à 10h avec Maxime, le lien pour y assister est en description. N'hésitez pas à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires. On y répondra dans une prochaine vidéo. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Quant à nous, on se donne rendez-vous jeudi pour un nouveau dossier de l'espace, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.